Moi j'ai 24 ans. Ça fait 2 ans et quelques que je bosse pour Uber Eats. Je vis chez mes parents. J'ai 3 frères. Un frère de 26, un autre de 23. Et un 10 ans après moi, un de 14 ans, il est au collège. L'autre aussi, il fait Uber Eats, celui-là qui a un an de moins que moi. Et le grand, lui, il a déjà fait Uber Eats, mais là, il va reprendre Uber Eats. Voilà, donc je crois qu'on fait tous Uber Eats. Moi, en général, je fais 60 heures par semaine. 60 heures, 70 heures. Par exemple, pour 60 heures en moyenne, là actuellement, en 60 heures, je fais 400 euros. 400 euros brut. Après, je dois entre 24 et 23% à l'État, à l'URSSAF. C'est moi qui paye tout, le vélo, les crevaisons, les habits. Même, par exemple, Uber, pour un t-shirt, ils vont nous demander une caution. Pour le sac, là, je paye 80 euros de caution pour un sac d'occasion. Comme l'abonnement téléphonique, je le paye moi-même. Et les crevaisons, on en a au moins 3-4 dans le mois. Alors moi, c'est simple. Quand je me lève, je vais aux toilettes rapidement, je me lave le visage. Après, je déjeune même pas, j'ai pas le temps de déjeuner. Parce que si je déjeune, après, j'aurai envie de vomir. Donc, j'enchaîne directement Uber à 9h du matin. Si je me lève à 9h, j'enchaîne Uber. Si je me lève à 10h, j'enchaîne Uber. Si je me lève à 11h, j'enchaîne Uber. Et je m'arrête à minuit ou 1h du matin. Et des fois, ça arrive même que je m'arrête à 4h du matin. Et en fait, je consacre ma vie à Uber. Tous les jours, je consacre tous les jours ma vie à Uber, quoi. Ouais, les week-ends aussi, j'ai plus de vie en fait, je vis que pour Uber. Voilà, je vis que pour Uber. Moi, ça va faire 6 mois que je fais ce boulot. Le scooter, c'est moi qui l'ai acheté, le scooter. En fait, j'étais en vélo au début. Et voilà, j'ai pédalé et je me suis acheté le scooter ensuite. Ils ont mis un GPS de voiture dans l'application et c'est pas un GPS pour les vélos. Donc ce qui nous a obligés à prendre des scooters pour notre propre sécurité. Le GPS de voiture, il nous amène parfois dans les périphes, il nous fait passer par l'autoroute, il nous fait passer par toutes des routes compressibles qu'en vélo nous ne pourrons pas prendre. Il devrait adapter un GPS pour les vélos. Je travaille tous les jours et je fais un maximum d'heures. J'essaie de faire approximativement 100 euros par jour et pour rentrer chez moi ensuite. 100 euros par jour, je vais me lever à 11 h le matin et je vais rester ensuite jusqu'à 4 h du matin. Plus de 80 heures, je suis à plus de 70 heures par semaine. Ah non, Uber, ils n'ont pas de limite, Uber. Tant que vous êtes connecté, vous êtes là, vous êtes prêt à travailler pour eux. Ah, il n'y a pas de limite. Des fois, oui, ça m'arrive que la fatigue, elle peut me mettre en danger, la fatigue, c'est vrai, mais je continue de me battre tous les jours. J'essaie de dormir à peu près 5 heures à 7 heures par jour. Et voilà, quoi, je me suis habitué dans ce rythme de vie. Je sais que c'est une mauvaise hygiène de vie, mais voilà, quoi, je suis rentré dans le monde d'Uber, dans la secte. Putain, là ça fait 3 heures une course, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud.
Des fois, ça peut attendre très longtemps une commande, hein. Très longtemps. Ah non, je suis pas payé. Il n'y a pas de commande, t'es pas payé. Hein. C'est ça en fait, le problème. C'est ça le problème en fait d'Uber Eats, c'est que si t'as pas de commande, t'es pas payé. On attend, ça fait chier là, putain. On attend trop longtemps là. Excusez-moi les filles, ça serait pour la commande de Enzo. Merci. Alors je te mets un pouce bleu exceptionnellement, tu vois. Je te mets un pouce bleu exceptionnellement. Merci. Moi aussi, je t'en mettrai un. Ah, toi aussi. C'est normal parce que moi je fais du bon travail aussi. Ben, je te remercie. Bon courage à toi. Les 15 courses tous les 4 heures, c'est un bonus qu'il faut faire le dimanche. Parce que maintenant, il n'y a que des bonus avec Uber Eats, à savoir le dimanche, alors qu'avant, il y en avait souvent dans la semaine. Il y en avait au moins 4 dans la semaine avant, mais bon, maintenant, il n'y en a plus. Et il n'y en a qu'un le dimanche, et en fait, c'est de 19h à 22h. Il faut faire 15 livraisons pour avoir un bonus de 40 €. En un temps record, même en grillant pas mal de feux rouges, pas mal de chauffeurs, même les vélos qui grillent les feux rouges, n'arrivent pas à faire le bonus. Le bonus de 15 sur 15 est devenu pratiquement mission impossible. Franchement, moi quand j'arrive à les faire, j'ai déjà fait une fois la prime de 15, mais je l'ai fait une fois, vraiment une fois. Ou sinon à la base je fais des fois celle de 10, mais c'est très rare. Mais je grille tous les feux rouges, les stops, les sens interdits. C'est vraiment un sport national de ne pas respecter le code de la route. Mais aussi c'est eux qui nous encouragent parce qu'ils nous font des primes qu'on ne peut pas réaliser en respectant le code de la route. C'est impossible de les réaliser ces primes-là. Même en scooter hein, et même en voiture. Hein. En fait, ils veulent que le client soit livré à l'heure à tout prix. Donc ils sont pris même à sacrifier des livreurs pour que le client reçoive sa commande à l'heure. Hein. En fait, c'est comme ça, le client reçoit sa commande de plus en plus vite. Et ils font ça en fait pour nous motiver, malgré que c'est impossible de réaliser pratiquement ces primes. Ils font ça pour nous motiver. Oui, bonjour, c'est Uber Eats. Alors oui, bonjour, je suis arrivé depuis tout à l'heure, je sonne à votre interphone et vous répondez pas. D'accord, je vous dis à tout de suite alors. Bonjour, ça va, c'était pas trop long? Tiens-la par en bas pour pas qu'elle se renverse. Et je te souhaite un bon appétit à toi. Au revoir, bonne journée. Alors mon accident, j'avais un vélo en fait à 600 € de course. Et ce vélo là en fait, il y a une voiture, elle m'a pas vu sur la droite, elle a tourné sur moi à gauche, elle a pas regardé l'angle mort. Et ce qui fait, j'ai failli mourir. Et après ils sont venus me chercher des collègues à moi pour me ramener à l'hôpital. Et j'avais le dos brûlé, j'avais mal à la tête. Quoi frérot? Bah gros hier j'étais en train de shifter et il y a un connard qui a pilé devant moi, il a regardé son téléphone. C'était pas avec lui, c'était avec un pignon fixe, j'ai freiné, je suis passé par-dessus le vélo et je me suis pris le coffre. Du coup voilà ce que ça donne quoi. Oh ouais c'est énorme. Ah oui c'est chaud. Et là, bah pour te dire tu vois, t'en es obligé d'en arriver à un point où comme moi t'es obligé de travailler le lendemain quoi. Ça m'est arrivé hier et regarde je suis déjà sur le vélo quoi, j'ai commencé ce midi et... Ça fait pas trop mal? C'est ça. Bah un peu, je carbure à la codéine quoi. Ah putain, c'est chaud. Je carbure à la codéine quoi, mais bon. Parce que je suis allé livrer la commande et dans ma tête, je me suis dit, faut que je trouve Madan quand même. Parce que sinon je vais travailler et chaque course que je vais faire, ça va être ah ouais ça c'est 4 € pour la Madan, 5 € pour Madan, 4 € pour Madan. Et dans ma tête c'était pas pensable. Du coup je suis retourné la chercher et je l'ai retrouvée en entière quoi. J'ai eu de la chance. On n'est pas reconnu voilà, comme travailleur, on n'a pas une couverture de... C'est à nous-mêmes de payer notre propre couverture santé. Et je trouve ça pas normal en principe. Pour une entreprise qui est milliardaire, hein, c'est pas normal. On pourrait être reconnu au moins. On veut juste être des travailleurs reconnus et respectés, c'est tout. Pour eux, c'est quand on est comme des machines là, parce que là, on est toujours obligé de se mettre en mode machine. Hein. C'est devenu une machine. Voilà. Mais au bout d'un moment, chaque machine, de toute façon, elle tombera à HS au bout d'un moment. Ça attaque la santé, le sac, au bout d'un moment, d'avoir des courses sur le dos, ça appuie sur le dos quand même. On va rester des 2-3 heures sous la pluie et je vais rouler à approximative à 40-50 km/h. Le vent, il va me taper. Voilà quoi. Le froid, je commence bien à le sentir au bout d'un moment.
On attend, hein. C'est sûr que là, s'il n'y aurait pas mes parents, là, je serais à la rue, hein, je serais SDF. Avec ce travail-là, tu peux pas du tout vivre. Hein. Il n'y a pas les conditions pour vivre, hein. Vu que déjà, tu sais même pas combien tu vas gagner, t'as la boule au ventre. Pour l'instant, c'est bien, ça dépanne, mais après, non, je compte pas le faire longtemps. Hein. Avec ça, j'ai pas d'avenir, hein, donc non, ça m'intéresse pas de le faire pendant longtemps, ça c'est sûr. Ça, c'est juste un sous-boulot, un sous-métier, en fait. C'est tout ce que j'ai à dire, hein, actuellement. Hein. Le soir, mon frère, il prend la voiture des fois, parce qu'il pleut ou il neige, on peut vite glisser en scooter ou en vélo. En fait, pour pas qu'il dort sur la route, ben, je l'accompagne. Parce qu'à 4 h du matin, c'est risqué, il peut s'endormir au volant. Et des fois, ça arrive qu'il est vraiment fatigué quand il conduit, parce qu'il fait beaucoup d'heures avec Uber. En voiture, ça va plus vite, on est à l'abri, on n'a pas froid, on n'a pas la pluie, on n'a pas la neige, on n'a pas tous les inconvénients en voiture. Bon, nous, on est pour l'écologie, on est à 200% pour l'écologie, mais bon, le faire en vélo, c'est pas une vie et c'est même de l'esclavage moderne d'être en vélo. Hein. Surtout quand il n'est pas électrique. Mais en voiture, on a tous les avantages, on va plus vite. Uber, ils s'en foutent, ils disent rien. Uber, l'important, c'est juste que tout se passe bien avec les clients et qu'ils ramassent un max de fric. Je crois que c'est que des livreurs en voiture, ça aussi. C'est que des livreurs en voiture, ça? Ouais. C'est ce qu'on voit d'habitude, ouais, les collègues. On va rester un peu, attendre pour voir si on va sonner. J'espère que ça va vite sonner. Hein. Voilà, il n'y a rien à faire. Tiens, tu fais ça? Non, c'est bon. J'ai fait ça pendant 5 minutes, là, je pense. Reconnecte-toi, déconnecte-toi, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. C'est sûr, là, je meurs de chaud. On va passer dans 10 minutes, dans 5 minutes, là, on va y bouger, je crois. Ah oui, ça sonne pas, on bouge, ouais. Là, 1 heure de connexion et toujours pas de course. En tout cas, t'as une bonne note sur Uber. À chaque fois, tu tournes entre 100% et 96%. Ouais, parce que je suis toujours poli avec les chiens. Important la politesse. Des fois, il y a des clients, ils abusent. Des fois, ils te parlent quand même moins que rien, puis tout. Hein. Ouais, dès que tu refuses le changement d'adresse, ils te mettent un pouce négatif. On n'est pas obligé, de toute façon. Il y en a qui le font. Moi, je le fais, tu vois, mais on n'est pas obligé. Pourtant, moi, le gars d'Uber, il m'a dit comme quoi fallait pas trop refuser. Même si normalement, on a le droit de refuser toutes les commandes qu'on veut quand il change d'adresse. Mais le gars d'Uber, moi, il m'a dit faut pas refuser. Ah, on sonne. McDo Grange Blanche. Mais là, tu vas faire le tour comme ça et on va se mettre derrière le McDo dans la voie de bus. Allez, c'est parti. Enfin, une première livraison. Elle est pour qui? Comment elle s'appelle la personne? Amandine. Livraison pour Amandine. En utilisant la voie de gauche, tournez à gauche sur Professeur Calmette. Tournez à gauche sur Avenue des Frères Lumière. Tournez à gauche sur Avenue des Frères Lumière. Sur la gauche. Votre destination sera sur votre gauche. Mets-toi sur la voie de bus, là, mets-toi sur la voie de bus, on se gare sur la voie de bus, normal. Rapproche-toi un peu plus là-bas, comme ça on s'apprête à partir, tu vois. Vas-y, tiens. Si ça fait du bien, vous allez retrouver le duo Lady. C'est l'horreur, mais je ne suis pas folle, mais c'est pas du tout. Oui, parce qu'elle connaît le lieu. Elle connaît le lieu. C'est la branchée sans génération, tout le monde adore à peine 10 minutes à minuit et demi. Je vous ferai découvrir la nouveauté du jour génération. Allez, passe-moi un compte. Vas-y, prends direct à droite, même si elle fait frérot, mais allez, vas-y, fonce. Fonce, quand tu montes tout droit, on se va arriver dans 900 mètres. C'est que la ligne droite.
cru dans GTA, ouais, il croit que c'est la route à sa mère. Je sais pas ce qu'il fait là. Je vais dire ça de suite. Continue. Voilà, je crois que c'est... Attends. C'est là, ici. Ici, ça commence. Fais attention, c'est... Voilà, tu vois, c'était une course d'1,5 km et on a pris 4,15 €. Là, tu veux qu'on va où? On retourne à Grange Blanche ou... Ouais. Hein? Putain. Si on retourne à Grange Blanche, il fallait faire dum-dum là. C'était l'idéal. Hein. Ouais, mais je peux passer par... Pas sonner, ça m'énerve quand même. Qu'on sonne pas là. Ça sonne pas. Hein. Là, dis-toi, on a fait tout le tour de Lyon. Là. Si on compte conclure, ça finit de nous en enlever, ça fait 3 et quelques, on a gagné 3 € pour 2h30 de connexion pratiquement, 2h30. 3 € pour 2h30. Tu vas te préparer? Il est 7h30. Alors j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants presque adolescents et aujourd'hui je suis séparée de mon mari. Il faut savoir que j'ai arrêté de travailler quand même pendant 12 ans pour éduquer mes enfants. Donc reprendre un travail après 12 ans, c'est pas forcément si facile que ça. Et je suis tombée un jour en faisant des recherches sur internet sur un site qui s'appelle Lionbridge, qui propose des postes de traduction divers et variés et qui a également un contrat avec Google pour tout le micro-working. J'ai commencé comme ça et puis ça fait 3 ans et demi. Hop, on est bon? Allez, go! Téléphone, chien. Tu veux ton téléphone? Prends ton téléphone. Donc je me connecte via une adresse Gmail qui a été créée pour le travail, pour ce travail. Et donc j'atterris sur un site spécifique où les tâches sont distribuées. Donc là par exemple on est sur cette tâche de comparaison d'un mot-clé et d'une recherche d'une personne et on a la moutarde de Dijon et moutarde de Dijon. Donc la moutarde Dijon d'ailleurs, il n'y avait pas d'article. Et on nous demande de savoir si finalement ça a le même sens pour la recherche Google. Donc on considère bien évidemment que ça a le même sens. Et une autre, pareil, même chose, accrocher tableau sans percer, comment accrocher des tableaux sans percer. Donc on considère bien évidemment que la personne recherche la même chose. Donc on aide l'algorithme à s'améliorer. Voilà. Est-ce
qu'on peut considérer que c'est sur certaines tâches, je pense que beaucoup de gens ont le cerveau qui leur permettrait de faire ça également. Et puis alors, je pense qu'après 3 ans et demi aussi, certaines choses deviennent assez automatiques. À force de travailler, de faire par exemple la même tâche pendant 1 heure, 2 heures d'affilée, on devient un peu robotisé. C'est un petit peu... On devient un petit peu robotisé. Alors je n'ai pas de contrat réel. À tout moment, je peux m'arrêter de travailler, d'ailleurs, sans les prévenir, chose que bien évidemment je ne ferai jamais. Comme eux-mêmes peuvent stopper la collaboration quand ils le souhaitent, sans préavis. Il n'y a pas de contrat. Alors ça m'est arrivé en effet d'avoir envie et surtout de penser à mes semaines à l'avance parce que j'ai d'autres choses à gérer que Google et donc de finalement un petit peu caler mes heures pour Google dans la semaine et de me retrouver face à un écran qui me disait qu'il y avait pas de tâches. Donc ça, je trouve que c'est assez, pour moi en tout cas, assez stressant parce que finalement je me retrouve sur 2 heures où j'avais prévu de travailler et il n'y a rien. Donc finalement à passer 2 heures ou à pas forcément savoir quoi faire et de devoir se reconnecter à d'autres moments dans la semaine pour essayer de voir si je pouvais avoir plus de travail. Et ça, c'est des semaines un peu chaotiques à gérer quand même. Voilà, très clairement. Et le stress vient aussi parce qu'on ne sait pas si à la fin de la semaine on aura fait toutes les heures finalement qu'on avait prévues dans sa tête de faire. Voilà. Donc oui, en effet, c'est un sujet. Alors ça ne m'a jamais mis en difficulté financièrement parce que jusqu'à assez récemment j'étais mariée et donc avec un mari qui gagnait la vie du ménage. Donc aujourd'hui par contre ce serait un souci. Je n'ai jamais rencontré les gens pour lesquels je travaille. Tout s'est fait par Internet. Je n'ai jamais parlé à personne non plus d'ailleurs. En 3 ans et demi de travail. Alors je témoigne de manière anonyme parce que Google, alors dans ce qui est un semblant de contrat, refuse que nous parlions de ce travail. Donc en fait concrètement je n'ai pas le droit d'en parler, je n'ai pas le droit de témoigner, je n'ai pas le droit de travailler dans les endroits publics. Personne ne doit être témoin de ce qu'on fait. Je m'appelle Noumène, j'ai 32 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants qui sont âgés de 12 ans, de presque 5 ans et bientôt 3 ans. Le travail se passe sur une plateforme appelée Alkmean. On a un login et un mot de passe. Donc, à 14 h chaque jour, je me connecte sur la plateforme. Sur cette plateforme, alors, nous gérons les messages de Disneyland Paris sur Facebook et Twitter.
il y a des réservations, des réclamations, des remerciements, des commentaires qu'on peut supprimer, des commentaires qui ne sont pas importants pour le département. Il faut que j'attende et dès qu'il y a un message, je traite. Voilà. On a des modèles de réponse qu'il faut juste personnaliser un peu, changer le prénom ou bien adapter le message à la demande du client concerné. Je travaille 6 jours sur 7. Pour ce travail, je gagne un forfait mensuel de 200 €. Donc, c'est 200 € pour 48 heures par semaine. Pour postuler chez posséder des matériels, une connexion, un ordi, un casque éventuellement, ce sont des conditions préalables à l'embauche. Dans le contrat, il est même stipulé que nous devons avoir un groupe électrogène pour assurer la continuité du courant en cas de coupure. Mais quand même, quand il n'y a pas de courant, vu que mon ordi n'a presque plus d'autonomie, il m'arrive de ne pas pouvoir travailler pendant quelques heures. Mais après, je rattrape. Et ces coupures-là, heureusement, ça se passe généralement la nuit. Et les gens de chez Disneyland sont déjà rentrés. Ils finissent à 18h et quelques en France, je pense. Et du coup, personne ne s'aperçoit de mon absence sur la plateforme. Et dès que le courant revient, je rattrape, je traite tous mes messages. À part, j'ai trouvé un travail sur une autre plateforme appelée. La sélection et les démarches étaient très rudes, c'était difficile et très longue. C'est une plateforme qui dit vouloir aider des jeunes femmes d'Afrique et d'Asie à avoir une rentrée d'argent stable et puis les aider à réaliser leur projet de vie. Je m'appelle, c'est assez long, Maroulafi Andjiamasi, Nourtaïna Nikanto, typiquement malgache. J'ai 24 ans. Une fonction, pour l'instant, je veux dire étudiant. Okay. Et mère de famille. Voilà. J'ai eu mon bac ici. Après mon bac, j'ai eu une bourse en Chine pour 5 ans. Donc, la première année, j'ai étudié la langue chinoise. Ensuite, j'ai fait une licence en business administration. J'ai fini mes études il y a 1 an. Donc, j'ai commencé à chercher des travails et tout. Et j'ai vu qu'il y avait des travails sur des plateformes et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire ça. Ce qu'ils écrivent vraiment dans leur site, c'est un complément de revenus pour les femmes africaines qui sont, disons, en difficulté ou en recherche d'emploi et qui a du mal à trouver du travail. Parce que, vu la vie en Afrique, c'est pas facile de trouver du travail comme à Madagascar. C'est pas tous les jours qu'on voit des trucs pareils. Il y avait un projet retranscription audio. C'était pour Total Spring, je crois. Parce que tous les textes, ça parlait de Total Spring, les services clients et tout ça. On retranscrit la conversation entre le service client et les clients qui se plaignent ou qui a des remarques à faire. J'ai fait en total 812 tâches. Donc 812 tâches, ça m'a pris 1 semaine
Parce que j'ai fait ça pendant une semaine, journée et soir. C'était pour à peu près moins de 40 €, je dirais. Oui, vers les 30 € pour faire ça. Il y a plusieurs eaters qui ont décidé de réagir, de boycotter certaines tâches et d'exiger une hausse de tarifs. On avait envoyé un mail groupé aux responsables en leur demandant d'appliquer les 2,86 € par heure qu'ils avaient promis au tout début. Et ce n'est que là qu'ils avaient expliqué que les 2,86 était juste à titre indicatif, que ce n'était pas automatique, mais qu'en travaillant pendant 1 heure, en faisant quelques tâches, on devrait pouvoir se faire ces 2,86 €. Comment peut-on faire à 2,86 € en 1 heure si une tâche coûte 0,27 €, mais que chaque tâche requiert au moins 15 minutes pour être faite? C'est carrément impossible. Rien dit, c'est croiser les bras ici. Rien dit, on a croisé les bras ici. On est? C'est un san. L'année un café Maya? L'année café non? Je travaille vraiment toute la journée, je dirais presque 8 heures par jour. 6 jours par semaine. Donc du lundi au samedi, 8 semaines. 336 heures, je dirais 200. 200, voilà. 200. 236 heures pour gagner 200 €. Yes. Oui, c'est fou. Bon appétit! Bon appétit, Garcia! Déteste ça. Merci beaucoup. Nous, on ne sait pas à qui appartient le projet, mais sur leur site web, il y a plusieurs entreprises qui figurent, à savoir SNCF, il y a des banques françaises, il n'y a que de grandes enseignes. Je ne peux pas affirmer que ces entreprises sont complices, mais elles bénéficient de l'exploitation effectuée par... Ça, c'est indéniable, puisque c'est eux qui ont au final un travail bien fait, de qualité. Donc, c'est bénéfice pour l'entreprise et bénéfice, c'est une question d'argent. Pourquoi ils font ça, surtout ici en Afrique? C'est toujours la question en fait. C'est toujours la question qui se pose. Pourquoi c'est nous en Afrique qui se démènent pour leur bien à eux? Voilà. Ce sont les riches qui exploitent les pauvres afin de se faire plus de bénéfices, sans se soucier du bien-être de ceux qui font vraiment le travail pour eux. Donc voilà, ils peuvent en donner plus, mais ils préfèrent se faire des bénéfices et s'enrichir encore et encore. Et donc les opérateurs, les opératrices et modératrices restent modératrices jusqu'à leur mort. Alors qu'ils ouvrent des filiales ici et là, partout dans le monde, ils gagnent plus de clients, ils se font beaucoup d'argent. Et nous, on reste modératrices à jamais. On travaille chaque mois afin d'assurer le mois suivant. Si je touche mon salaire le 15, il faut savoir bien jongler et bien gérer pour que ça arrive au 15 suivant et percevoir mon prochain salaire. Et c'est ainsi que ça marche, ainsi un cercle vicieux, sans évolution en fait.
J'ai été à l'université, ensuite j'ai un peu voyagé, et puis je me suis arrêtée à Barcelone. Et j'ai commencé à trouver du boulot un peu à droite à gauche, avant d'arriver à Facebook. Je ne peux rien communiquer en rapport sur la compagnie. Rien. Ni comment ça fonctionne, ni nos conditions de travail, ni du salaire, ni le contrat, ni ce qui se passe, ni le contenu. Rien. Donc tout est à risque. Ça a l'air abstrait comme ça, mais je risque beaucoup et ça peut gâcher ma vie. Enfin, ça paraît gros comme ça, comme si on était dans un film, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais et eux, ils ont les moyens de tout et moi de rien, donc c'est pas évident. Facebook a fait un partenariat avec une boîte d'outsourcing et celle-ci s'est mise en quête de rechercher le nombre d'employés voulus et désirés, de les traîner avec les guidelines bien sûr de Facebook. Mais c'était cette entreprise qui gérait tout par rapport aux employés. J'étais content moderator, c'est-à-dire que j'analysais le content à savoir s'il est approprié ou non pour rester sur la plateforme. Une journée type, c'est arriver à l'office, monter à son étage, devoir laisser toutes ses affaires personnelles dans un casier, prendre position sur un ordinateur qui n'est pas personnel, ensuite passer du temps à revoir les décisions qui ont été prises les jours précédents, car il y a toujours un contrôle aussi sur ces décisions-là. Et une fois que ça a été fait, recommencer à modérer du contenu toute la journée. Quand on arrive, on pointe, et d'ailleurs, on ne pointe pas avec un badge, on pointe avec notre empreinte digitale. Le contenu par rapport qu'une personne effectue à Facebook, ça dépend de son rythme, ça dépend aussi de combien de temps elle est là dans la compagnie. Mais je dirais, d'une personne à l'autre, ça doit osciller entre 300 et 600 reviews par jour. Des meurtres, des suicides, des viols, des violences conjugales, du racisme, de la discrimination, du bully, tout. Tout ce qui va... Moi, le pire, je dirais... Ouais, je dirais peut-être les décapitations et le viol de bébés. Ouais, ça, c'est peut-être les choses les plus fortes. Si vous êtes encore un peu naïf, que vous avez une certaine innocence, s'il vous plaît, jamais quoi. N'y allez pas, ne gâchez pas ça. Mais voilà. Parce que oui, tu vas voir des choses que t'as pas envie de voir en fait. Donc ça sert à rien. Une fois que l'innocence, on ne la retrouve pas. Donc il y avait quand même cet esprit un petit peu start-up américaine. Donc tout à fait, il y avait les sigles Facebook, il y avait toute une salle de jeu. On était un peu dans cet esprit-là. Il y avait un contraste entre ce côté, on fait partie de la communauté pour travailler pour Facebook, c'est grand, connecting people, alors que, bon, une fois lancé, les choses étaient quand même très très cadrées, finalement une liberté qui n'en était pas. Ouais, c'était quand même une grosse surprise venant d'une grosse multinationale comme ça. Ouais. Il y a des conditions qui sont particulières, comme d'avoir un temps limité pour aller aux toilettes, d'avoir un temps très 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 limité pour déjeuner. C'est 20 minutes pour déjeuner. Et pour aller aux toilettes, c'est dans les 5 minutes de pause qui nous sont accordées chaque heure, qu'on ne peut pas regrouper.
Mais bon, je pense que la fonction de modérateur est nécessaire. Je pense vraiment qu'elle est nécessaire, notamment par l'ampleur qu'a pris Facebook. Et si on veut continuer à promouvoir, connecter les gens partout dans le monde, je pense qu'il faut revoir la manière dont on traite les modérateurs et peut-être un petit peu plus cadenasser les règles. Être peut-être un petit peu moins sur les intérêts privés et puis penser plus à la communauté. My name is Chris. I'm from England originally, and I lived a long time in Asia. And then I came back to Ireland with my new wife, and we needed to find work, and this was the easiest job that I could find. The job title is Community Operations Analyst. It doesn't say anything about Facebook, it doesn't really explain the job. They tell you it's about analyzing trends and recognizing what's happening in the world and implementing standards and so forth. It sounds very exciting. But we're working in a Facebook building, we're using the Facebook systems, I have a Facebook ID, I have documents for Facebook that I have to sign. You're working for Facebook, but there's a gap, I think, and it's just to protect Facebook legally, I think. Most of my work was related to content moderation. So when I started and I was new and they didn't have work assigned for us because they were increasing the number of people, so I was just looking at pornography or material content that people have reported as pornography. So mostly naked ladies. It was a very nice, my first month was a very pleasant month of work. But then you would see some disgusting animal sex or children or something occasionally. So it was a little bit of a shock. And then later the priority for the UK team is hate speech, bullying, threats of violence, you know, nasty stuff. And I would spend 6 hours reading arguments between people or complaints about Muslims or black people or English people or French people, just nasty, awful stuff all day. The terrible stuff is the small part. From 500 tickets, maybe only 50 or 5 in one night would be really bad. The majority is just boring, depressing, sad. You know, kids, especially Instagram, we would be looking at mostly young people just arguing, calling each other names and saying, oh, Julian's got a big bottom, or, you know, Julian looks ugly today, just stupid stuff. And you have to decide, well, are they talking to a kid? You can't talk like this to a kid, or you can say this to a kid, you can say this to an adult but not a kid, etc. And it's not, I don't think it hurts so much, I don't think it's so harmful, but it becomes just depressing. Yeah, because you're always seeing the bad side of humanity. You're seeing the low-level, nasty, difficult lives that many people lead. So when I started the job, I was kind of excited. I'm saving the world. I'm here to protect the people who use Facebook from bad actors. This is the name we have, people whose actions are bad. So you would just review the content and think about the rules. And after some time, you notice maybe you're agreeing with the content or disagreeing and getting angry. And then after a little bit more time, you're responding more to something bad that you see. Oh God, not this again. Oh, I hate this guy. Why did people do this? And you start to, it's not immediately because you're ready, but over time, it starts to just
slap, 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 you start to feel the pain, I think. Oh. For example, you know the terrorist group ISIS, and they will execute people and make the video and put this online. And in a video game, you know, if I shoot you in the head, your head will just boom. And in real life, if you do that with a machine gun, the bullet, it's always from this side, it comes in and the head kind of goes, but all of this side of the face, the skin, is still there, and it blows away and it blows back because of the tension. And the body is just falling to the ground. But what I remember is that the thing that you don't expect. And when you see enough of that, I think after a time, yeah, it's there. I can see every detail, and it comes back, and it's deep in my mind. It's buried in my head. Yeah, it's really, really hard. I have several friends that I worked with before who are now unable to work or not working, can't find a job. They're taking medication, anxiety medication, they're taking antidepressant medication. My doctor told me I'm depressed and I need to take SSRI, Prozac, because she thinks I'm depressed, and I don't believe in these diseases. I don't want to take medicines. But I'm not doing very well either. I've had 3 jobs since I left Facebook. I can't keep a job. I get into arguments with people about nothing. So we need help. We need a professional person to spend some time with us and help us to understand what problems we have and what we can do. The NDA means I can't have this conversation. I can't talk to you. I can't talk to my wife about the work that I do or did. You're not allowed to discuss any detail of anything related to Facebook's operations or Facebook's secret information or your working conditions. It covers everything. It's a gagging order for life. It's a lifetime agreement. Somebody has to speak because we're hidden, we're silent. We are not allowed to have a voice because Facebook wants to protect Facebook. Facebook doesn't want to protect the people that may be harmed. And it was like a light in your head. You just go, wow, yeah, this is the truth. I should ask a lawyer if it's okay. Initially, I was contacted by Chris, who came to me and explained his work circumstances. It was very easy for me to do the research to see what he was complaining about and to understand and empathise with his position. It was also easy for me to understand his legal rights and how they were infringed by what has happened. And that, of course, will form the basis of the case against Facebook. Through Chris, many more people have come forward, and both male and female. And it's quite clear that a pattern emerged straight away of people who were hurt, people who were injured as a result of what happened to them in their workplace and the many hours they spent doing what they had to do, which unfortunately has led to their damage and will now lead to their vindication of their rights through the courts. It's clear to me that many of the people who moderate and worked as moderators are damaged by what they've seen, they're hurt by it, and they also are afraid to make steps to vindicate their own rights.
the purpose of this case is to establish a safe harbour for these people, that they don't have to go up front, that they can vindicate their rights by being within a group and allowing those people who have volunteered to be those lead plaintiffs, to allow them to fight the case on behalf of all. If you look at the workers' rights within the moderator world, they are quite limited. However, the work itself is very demanding and, as will be shown, is quite damaging at times to certain individuals. I think in the computer business and in many other multinational businesses, the idea of denying rights to workers is very prevalent, and that, you know, in this particular instance, it's quite clear that Facebook are seeking to remove themselves from the equation. It's quite clear that those people who do the work do not survive long in the job, and therefore no rights accrue to them because A, they're on agency work, and B, they're not there long enough to claim rights. However, one has to understand that we're talking about people. We're talking about people who want to get on with their lives. And in reality, for me, the use of agency agreements is purely there for Facebook to distance themselves, as indeed many multinationals are doing, to try and deny ordinary people their rights as citizens to partake in long-term security of employment. And it's an unfortunate development in our world, but that's what we have to deal with, and we are dealing with that. I think if you listen to politicians, nobody is aware of what's being done, what's happening. Because politicians are all complaining about fake news and election integrity and the spread of extremism, etc. There's this problem that they see, and they just shout, "We want a solution." But they don't know anything about the work. They're not talking about, you know, how can we do this? They're just pointing to the social media companies and saying, this is your fault. But they're not engaged with, well, how do you do this? Because to write the rules is really, really difficult. To create a system that enables us to protect you, your children, somebody's bullying your kid, I have to deal with that. Somebody is spreading hateful ideology, I have to deal with it. So instead of shouting about Facebook, why are the politicians representing the public not working with me to say, well, how can we enable you to help people? I tried to think about this as if I'm Mark Zuckerberg. How do you solve this problem? And it's not his problem. His problem is that he has to make money for his shareholders. It's a legal requirement in America. He has to make the maximum profit. So he's not interested in content moderation unless it makes more money. And I never heard anybody talk about how Facebook makes more money because of this. Le plus grand tour de passe-passe de ces plateformes, à mon avis, c'est d'une part de faire croire aux consommateurs ou en général aux usagers qu'il y a des processus automatiques, qu'il y a des algorithmes partout, alors que très souvent c'est vraiment des tâches qui sont réalisées à la main. Et de l'autre, de faire croire aux travailleurs que d'abord ce qu'ils réalisent n'est pas un vrai travail,
il l'appelle un job, un gig en anglais, donc voilà, quelque chose qui est transitoire, éphémère, et qui à terme va disparaître. Ça, à mon sens, c'est vraiment le plus grand tour de passe-passe, c'est le fait d'annoncer, prophétiser la disparition du travail humain, alors que ce travail humain est partout. Et pourquoi ils annoncent constamment le bouleversement de nos catégories héritées de la civilisation salariale? Et bien parce que tout simplement, grâce à ça, il évite de rémunérer le travail à sa juste valeur et ensuite de le protéger au sens de protection sociale. Regarde des personnes qui sont payées à la pièce pour réaliser des livraisons, la production de données, la modération de contenu, tout ça c'est en gros des piéçards des temps modernes. C'est des gens qui réalisent ce qu'à une époque on appelait du marchandage. Et le marchandage a été entre-temps dans plusieurs pays, y compris la France, interdit. Par contre, on réintroduit ces formes surannées de gestion de la force de travail, tout en disant vous n'êtes pas une force de travail au sens propre du terme. Votre travail va disparaître. De toute façon, votre travail, c'est pas vous qui le faites. Le vrai travail, c'est celui de la machine, c'est celui de l'intelligence artificielle qui, à terme, va faire disparaître même les quelques euros que vous gagnez aujourd'hui en réalisant ce travail du clic. Si on regarde seulement les travailleuses et les travailleurs, on rate évidemment le fait qu'ils et elles produisent des données et que ces données servent pour produire de l'automation. Même quand Bilal et Zlat attendent de trouver les commandes à livrer et donc finalement attendent de recevoir l'alerte, et l'alerte aussi est une donnée, et bien à ce moment-là, ils produisent de l'information, ils produisent des données, ils se géolocalisent, tout ça est collecté par la plateforme, Uber en l'occurrence, qui s'en sert pour, d'une part, faire fonctionner ce service, mais de l'autre, et ça c'est l'élément le plus inquiétant, à terme, pour préparer des processus automatiques. Pour les chauffeurs, il s'agit donc d'utiliser ces données pour entraîner des véhicules autonomes. Pour les livreurs, on le voit dans d'autres plateformes, comme Amazon, pour entraîner des robots livreurs. Donc on prépare l'automatisation en se servant de ces énormes masses de données produites par ces travailleurs du clic. Pour délocaliser aujourd'hui, donc pour mettre au travail des personnes qui soient moins bien payées, moins protégées, dont les droits sont moins respectés, plus besoin d'ouvrir une usine dans un pays tiers, il suffit tout simplement d'attirer sur une plateforme des personnes qui sont des ressortissants des pays dans lesquels typiquement, les salaires moyens sont moins importants que le pays d'origine et d'installation de la plateforme. Ce type de logique de asymétrie économique et politique, et certains diraient même de néocolonialisme, les plateformes l'appliquent aussi en local, c'est-à-dire dans leur pays d'installation. Donc des plateformes américaines exploitent sans retenue des micro-travailleurs et des travailleurs du clic aux États-Unis. En France, des plateformes françaises ne se gênent pas de donner et de payer très très faiblement des micro-travailleurs français. Et donc ça c'est quelque chose qui pointe une sorte de appauvrissement et exploitation généralisée au niveau mondial, autant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. N'importe quel utilisateur d'une plateforme, même des plateformes dites gratuites,
parce qu'on ne paye pas pour les utiliser et elles ne nous payent pas, ces usagers aussi sont des travailleurs du clic dans la mesure où elles ou ils réalisent exactement les mêmes tâches, le même type de digital labor que les personnes qui sont micro-rémunérées ou rémunérées pour produire de la data. Un exemple de tâches qu'on réalise et de digital labor généralisé pourrait être le fait d'ajouter des hashtags, des étiquettes, après avoir mis en ligne une image sur Instagram ou sur Twitter. Voilà, c'est par exemple sur Instagram, on prend que sais-je une photo et après on ajoute des étiquettes du type, des labels, des qualifications du type soleil, vacances, heureux, etc., etc. Et tout ça est utilisé pour, d'une part, entraîner des algorithmes de sentiment analysis et de l'autre, pour entraîner des intelligences artificielles qui font de la reconnaissance d'image. Et c'est exactement le même type de travail qui est normalement micro-rémunéré sur Amazon Mechanical Turk. Sur Amazon Mechanical Turk, vous recevez une image, si vous êtes un travailleur, et vous devez, par exemple, ajouter des labels, des étiquettes du type, voilà, cette image, c'est vacances, soleil, etc., etc. Et c'est utilisé pour entraîner d'autres intelligences artificielles. Face aux situations les plus extrêmes de subordination, d'exploitation, de surveillance, on a besoin de travailleuses et travailleurs qui aident la prise de conscience collective, qui soient donc des lanceurs d'alerte. C'est ceux qui tirent la sonnette et qui s'insurgent contre une situation qui est injuste, donc une situation contre laquelle il faut s'insurger. Et donc les lanceuses et les lanceurs d'alerte aujourd'hui ont un rôle crucial. Lanceur d'alerte, épisode 4, première. J'ai compris que j'allais travailler indirectement pour Apple au moment où j'ai signé la première clause de confidentialité qui suppose que je suis pénalement responsable devant la loi irlandaise si je parle à qui que ce soit de ce travail. Siri n'est pas une intelligence artificielle. C'est tout le soi-disant travail d'amélioration ou de machine learning et tout ça est fait par des humains. Tout le travail soi-disant d'intelligence artificielle, ce sont des gens qui nourrissent la machine en continu. Et ça, c'était mon travail. Nourrir la machine. Notre premier jour à Cork, ce qu'ils appellent l'Induction Day, on nous explique qu'effectivement, on va travailler pour améliorer la précision de Siri. Donc il nous explique qu'on va donc mettre un casque sur nos oreilles et qu'on va écouter des enregistrements toute la journée. Je me doutais déjà depuis un certain temps qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espionnage dans ce genre d'appareil. À partir du moment où on accepte les conditions générales d'utilisation, on ne sait pas trop quelles sont les données qui sont collectées ni à quel usage. Après, je ne me doutais pas qu'on en arrivait au point d'écouter les gens en permanence, en fait. Les micros des appareils Apple, ils sont ouverts en permanence. Et les enregistrements se déclenchent de manière aléatoire. Et donc, on écoutait à longueur de journée des personnes parler de leur vie privée, discuter de choses très très intimes. Donc, le principe était que on écoutait des gens qui dictaient un message ou qui parlaient à Siri. Ça, c'était le principe. Mais en réalité, il y avait des tas et des tas d'enregistrements où en fait l'assistant vocal se déclenchait tout seul. Ça donnait donc des enregistrements qui étaient stockés ou bien sur l'iPhone ou sur un serveur ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas c'était découpé en tranches de 1000 heures et sur ces tranches de 1000 heures on était censé travailler donc pour chacun des appareils Apple. Moi j'ai travaillé sur les iPads, j'ai travaillé sur les EarPads, j'ai travaillé sur CarWatch et sur Apple Watch aussi. Je suis révolté par le fait qu'on nous écoute en permanence sur tous les outils
technologiques soi-disant à notre disposition. Moi, ça me fait peur parce que ça me fait penser à 1984. On est vraiment dedans. C'est déjà un fait, ce n'est pas une fiction, on est dedans. Et j'ai décidé d'en parler parce que ça me met hors de moi de voir que on est complètement inconscient, en fait, du degré d'interférence de ces compagnies dans nos vies, y compris de gens qui ne veulent rien avoir avec eux. Enfin, je me disais qu'il fallait garder une trace de tout ça. Donc au moment où je me suis décidé à partir, j'ai préféré jouer le tout pour le tout. Et j'ai commencé à prendre des captures d'écran de ce que je pouvais. Et ensuite j'ai branché une clé USB à l'ordinateur. Et tous les jours je récupérais des nouvelles captures d'écran. Et honnêtement, j'avais les chocottes. J'étais pas tranquille du tout. Parce que parmi les indications les plus sérieuses, il y avait le fait de n'en parler à personne. Même entre nous, dans l'open space où on n'était pas censé discuter entre nous de ce qu'on entendait. Donc encore moins en référer à des journalistes ou à des personnes en dehors d'Apple. En prenant ces captures d'écran, j'ai la preuve qu'il s'agit bien de millions et de millions d'enregistrements pour chacun des projets qui étaient concernés. C'est-à-dire que, par exemple, pour les iPads, au moment où j'ai pris ces captures d'écran, il y avait 14 différents pays dans lesquels ces projets étaient menés. Chacun de ces projets contenait de 600 000 à 1,2 million d'enregistrements à peu près, pour un total de 1000 heures par pays. On peut dire, en moyenne, qu'il y a entre 8 et 12 millions d'enregistrements pour chacun de ces projets-là, qui constituent un onglet sur un menu défilant qui est très 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 long. Mais sachant que ça fait au moins 5 ans qu'ils sont là-dessus, on est quand même à un stade qui est quand même... Enfin, ça fait un volume d'enregistrement qui est phénoménal, quoi. Je me sens dépassé par l'ampleur de la chose, je me sens dépassé par la taille de ces entreprises-là, en fait, et aussi par les enjeux économiques et politiques qui viennent derrière. Mais c'est pas si compliqué de pas se laisser faire, en fait. Et moi, j'aimerais témoigner à visage découvert parce que j'espère qu'il y aura d'autres gens qui le feront ensuite. Et que c'est déjà une première étape pour se défendre et puis contre-attaquer. Parce que on a beau le croire, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal et ça n'est pas un allant de soi, ça ne devrait pas l'être. Voilà. Merci beaucoup d'avoir. Super. Merci. Alors, aujourd'hui, il y a un début de résistance qui se met en place. Il y a des formes d'organisation émergentes des travailleuses et des travailleurs du clic. Des organisations qui sont parfois extrêmement traditionnelles. C'est des syndicats, c'est des organisations syndicales qui investissent ces nouvelles populations de travailleurs pour défendre leurs droits, pour les organiser. C'est abusé, mais c'est pour ça, tu vois, nous on avait voté la dernière fois qu'on ferait un truc du style que t'es payé à l'heure, c'est ce qu'on veut, plus tes commandes. Parce que comme ça, t'as pas de commande, t'es quand même payé, c'est du travail, tu vois, t'es sur ton vélo. Ouais. Là on est d'astreinte, quand on est comme des pompiers, on est d'astreinte, sauf que les pompiers sont payés. Mais nous on n'est pas payés, donc c'est comme être un pompier là. Donc on est d'astreinte, on est là, on est connecté, on est prêt à recevoir des courses, mais on n'est pas payé. Donc en soi, non, c'est vraiment... oui, je trouve ça logique d'être payé à partir du moment où tu te connectes. C'est chaud en vrai, tu vois, ils disent qu'on est auto-entrepreneur, mais on travaille pour eux, on sait pas dans quelles conditions. Non mais oui, c'est vrai. Oui, par contre, ils disent qu'on est auto-entrepreneur, mais on est juste des sous-traitants en fait. Bah ouais, non, c'est complètement pour ça. Pourtant, on est salarié ou on n'est pas salarié pour toi en réalité? Dans la réalité des choses. Ah bah on est salarié en fait. Puis ils nous prennent des gros frais. On n'a pas droit au chômage, tu vois. C'est super chaud, on n'a pas droit au chômage, s'ils nous licencient, on peut rien faire. Et tu vois, ils comptent vraiment le droit du travail quand ils font ça en fait, quoi. Tiens, Billy, il m'a juste donné ça en fait, on a fait une pétition. Et l'intérêt, c'est quand les gens ils sont livreurs, ils peuvent mettre oui. Comme ça, ensuite, on a leur numéro et dès qu'on fait un truc, on leur envoie un message pour qu'ils soient au courant si ça te chauffe, tu vois. Comme ça, tu sais quand on fait une réunion et tout. Hop.
C'est pour les conditions de travail, t'as vu la précarité et puis tout, tu vois, pour que les conditions ils changent. Nous, on demande quoi? On demande le minimum, quoi, des conditions normales, tu vois. Ouais. Ça, on peut en prendre une ou pas? Ouais, tu peux mettre ton nom et juste un numéro de téléphone, tu vois, comme ça j'ai, et une signature, tu vois, c'est une pétition un peu pour défendre nos droits, quoi. On a fait le plus général possible pour que les gens s'y reconnaissent. Ludovic, je suis coursier pour Deliveroo depuis quelque chose comme 7 mois maintenant. Il y a des moments où j'ai pu travailler presque à temps plein ou alors à mi-temps. Et à côté de ça, je suis syndiqué à la CGT, plus précisément dans le comité précaire et privé d'emploi de la CGT. Et ça fait quelques semaines que sur Lyon, avec d'autres livreurs, on essaye de lancer une activité syndicale qui vise justement à s'organiser contre les plateformes pour lesquelles on travaille. Là, du coup, je suis à Lyon, en local des 7e et 8e arrondissements de Lyon, c'est-à-dire une union locale qui couvre les entreprises qui sont sur tout ce territoire. Ça permet aux syndiqués de différents secteurs d'avoir des locaux, d'avoir accès à des ordinateurs, à des imprimantes, et de pouvoir discuter de nos différentes conditions de travail, venir pour faire des réunions, des formations par exemple. Et si je suis ici, du coup, c'est parce que le mardi après-midi, on a pris l'habitude, via le comité précaire privé d'emploi de la CGT, de tenir une permanence à direction des livreurs. C'est-à-dire qu'on a commencé à diffuser l'information par message, par des tracts qu'on donne en diffusant, par des affiches qu'on colle devant les restaurants. Comme les livreurs sont en situation de précarité qui fait qu'on sait qu'on peut être licencié sans problème, personne ne veut faire ce travail très longtemps. C'est compliqué de s'organiser et de prendre conscience, de se dire on va essayer de se réunir tous ensemble pour lutter contre Uber et Deliveroo. On est en train de créer un rapport de force avec Uber et Deliveroo. Et le but, c'est que ça tienne dans la durée. C'est de se dire, s'il y a un livreur qui a besoin de quoi que ce soit, qui a envie de s'organiser ou qui a un problème à Lyon, c'est qu'il peut nous contacter et qu'on peut voir ce qu'on peut faire. Et l'intérêt de passer par le syndicat pour ça, c'est que du coup, c'est une présence qui n'est pas personnifiée, que c'est pas un tel ou un tel qui prend en charge ça, c'est que c'est le syndicat en entier et que le syndicat, c'est toujours ceux qui le constituent en réalité. Et sur Lyon, en tout cas pour le moment, on essaye vraiment de créer une présence et de montrer à Uber et Deliveroo que non, en fait, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et que ça fait quelques années qu'ils essaient d'installer ce type de statut qui vise à généraliser, d'ailleurs on pourra en parler aussi, mais que de l'autre côté, ceux qui travaillent ont le droit de décider aussi, parce que ce sont eux qui produisent. Ça reste privé, tu vois, c'est qu'à nous, le syndicat pour la CGT. En fait, ce qu'on demande, c'est une connexion et une rémunération et qu'il y a de meilleures conditions de travail, une meilleure assurance. Paradoxalement, la classe ouvrière s'est battue depuis le 19e siècle contre le travail à la tâche pour le droit à des mutuelles, ce qui a donné l'assurance à la sécurité sociale plus tard. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que par ce statut, on a un énorme retour en arrière qui a lieu, par un retour au paiement à la tâche, par une absence du coup de possibilité de se... On a le droit de se syndiquer de fait, mais les syndicats n'étaient pas présents à la base dans ces domaines parce qu'ils étaient nouveaux. Donc par une absence de possibilité de s'organiser, par une absence de négociation, c'est un retour total à des situations dignes du 19e siècle complètement. Il faut se dire qu'en soi, faire du vélo et livrer de la nourriture, moi je suis très content quand je livre de la nourriture à quelqu'un et que je suis content de me dire qu'il va manger. Et moi ce qui me rend mécontent, c'est de ne pas avoir de travail parce qu'il n'y a pas de commande, c'est de me dire si j'ai un accident, ça me retombera sur ma pomme. Moi je pense que ce qui est important, c'est justement de constituer un cadre qui permette aux livreurs et aux travailleurs de ces plateformes-là de se projeter et d'avoir une fierté du travail et une dignité dans ce travail qui est réalisé. Et je pense que c'est quelque chose qui est possible dès lors qu'on arrive à allier ensemble une action syndicale qui est forte, qui est unie, à une action de réglementation qui consiste à en finir avec cette sorte de féodalité capitaliste de Uber et Deliveroo qui sont capables, par le biais d'un contrat, de mettre n'importe qui à leur service. Les plateformes invitent leurs travailleurs à être des auto-entrepreneurs de soi, ce qui est une vision extrêmement individualiste et extrêmement capitaliste. De manière assez paradoxale, il y a de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui disent je veux bien être responsable de moi-même, je veux bien être finalement la personne qui prend en main son destin, sauf que je vais le faire de manière collective. D'une part, par exemple, en mettant en place des associations, des guildes, des syndicats. De l'autre, en imaginant des services alternatifs. Et là, on voit par exemple apparaître des travailleurs de Uber, par exemple, qui créent leur alternative coopérative. Primeres manifestacions a Deliveroo. Jo treballava juntament amb alguns companys i vam començar a donar-nos en compte que les condicions que et venien
a Deliveroo pues no eren reals. No? I llavors a partir d'aquí vam començar a demanar unes millores i formar una cooperativa pel fet una cooperativa sense ànim de lucre per desmuntar una mica l'argument aquest de que ens hem d'adaptar als nous temps i que els nous temps són Uber o Cabify. No? És a dir, la tecnologia es pot utilitzar de forma ètica, és el que volem demostrar, d'una manera més cooperativista, més a través d'una assemblea, d'una forma més democràtica. No? Nosaltres no, treballem amb contracte, amb baixa, amb vacances pagades, amb nòmina i a part és horitzontal, diguem, no és vertical, no és piramidal, no és jeràrquica l'empresa, no? O sigui, tothom, tots els treballadors, des del primer fins a l'últim, té els mateixos drets, exactament, no? El mateix salari i a part és una empresa, és una cooperativa sense ànim de lucre, és a dir, totes les ganances que tenim són reinvertides en la pròpia cooperativa. Pues ara mateix treballant som unes 30 persones. Jo, sobre el futur de Mensaques, jo tinc molta esperança i molta confiança. I crec que és molt important que tiri endavant, no només per nosaltres, no? Sinó per demostrar a nivell global també que és possible una alternativa. Sí, bueno, aquest model ja hi ha en altres ciutats que s'estan creant models similars. A Madrid tenim uns companys que es diuen La Pájara Ciclomensajeria, que el model és exactament el mateix, és cooperativisme. A Europa també hi ha casos, ja sé que el COP, hi ha diverses cooperatives a nivell europeu que estan ara mateix funcionant. A Bèlgica, a França crec que també hi ha algunes. O sigui que sí, que crec que és un model que pot anar a poc agafant bastant força. La dimensió més humana que podem veure a Mensaques, jo crec que es podria exemplificar amb el títol de les jornades, que era My Boss is not an algorithm, és a dir, el meu jefe no és un algoritme. I bé, el que hi ha és un tracte directe, assembleari, en què els treballadors no són números, sinó que són persones i per tant es tracten com a tal i amb els drets que els hi pertoquen. Al final el que hem d'agafar és una conscienciació real, global i social del que està passant avui dia. Les grans tecnologies ens faciliten la vida a tots. I són noves tendències de consum que no desapareixeran, però hem de ser conscients del que porta darrere i hem de ser conscients de cada cop que consumim algun producte, què hi ha darrere, qui l'està fent, què et porta el menjar a casa. És la classe obrera i treballadora, llavors ens hem d'aixecar i hem de crear alternatives. I hem d'empoderar-nos, no queda una altra, autoorganitzar-nos i empoderar-nos, perquè ningú farà per nosaltres. I així a poc ho aconseguirem, si no serà impossible. Les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui, grosso modo, nous poussent à regarder la véritable origine des plateformes. Malgré le fait que les plateformes numériques qu'on connaît aujourd'hui sont des entités capitalistes, la plateforme en tant que concept politique existe depuis plusieurs siècles et au fait, elle est née en tant que notion politique au sein de mouvements utopiques, de mouvements anarcho-communistes finalement, de mouvements qui étaient en train de promouvoir le dépassement du travail dépendant au nom de la liberté individuelle et collective, le dépassement de la propriété privée et aussi ce qu'on appellerait une gouvernance par les communs. Donc tout ça est dans l'ADN politique des plateformes et tout ça a été entièrement détourné.
par les plateformes capitalistes d'aujourd'hui. Donc la perspective qui s'ouvre est une perspective de dépassement de la plateforme capitaliste pour aller vers une plateforme qui soit une ressource commune qui peut être appropriée par des communautés. Donc le cas classique serait si on veut lancer une plateforme qui ne soit pas une plateforme capitaliste, cette plateforme doit négocier avec la collectivité de ses usagers la manière d'organiser l'activité humaine, la manière de gérer l'information et les datas qui sont produites, et encore la manière de aussi reverser à la communauté qui produit cette valeur une partie de la valeur. Et donc il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait mettre en place des politiques redistributives classiques dans lesquelles une entité, par exemple étatique, redistribue, ou alors on pourrait mettre en place une sorte de revenu universel qui serait géré au niveau des communautés, au niveau des commons. Donc quelque chose qui soit une manière de redonner à la communauté qui a produit cette valeur une partie de la valeur apportée.